Bonjour et bienvenue dans Géopolitis. 3 semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Vladimir Poutine reste inflexible malgré les sanctions massives qui s'abattent sur le pays. Avec la fuite des multinationales et le boycott culturel, la Russie est de plus en plus isolée. Pékin jouera un rôle important dans le conflit ukrainien, c'est une certitude, mais lequel ? La Chine reste prudente et joue les équilibristes, s'oppose aux sanctions économiques contre la Russie, mais ne veut pas sacrifier sa relation avec les États-Unis et l'Union européenne. Si certains quittent précipitamment la Russie, d'autres, malgré la guerre, continuent d'adhérer à la politique de Vladimir Poutine. La lettre Z est devenue le nouveau symbole de soutien au Kremlin. Où cela s'arrêtera-t-il ? La liste des sanctions imposées à la Russie s'allonge chaque jour ou presque. Quelques 300 milliards de dollars de réserves russes sont gelés à l'étranger, tandis qu'en Ukraine, la guerre s'intensifie. En Russie, la population n'a plus accès à une information indépendante. L'utilisation du mot guerre est interdite. Lundi 14 mars, en plein journal télévisé, une journaliste a fait irruption sur le plateau tenant une pancarte sur laquelle il était écrit « Non à la guerre, ne croyez pas à la propagande, on vous ment ici ». Marina Ovsianikova a été arrêtée, puis libérée quelques heures plus tard. Je suis contente d'avoir exprimé ce que je pensais. Et le plus important, c'est qu'il y a maintenant une nouvelle tendance. D'autres journalistes vont suivre mon exemple. Et pendant ce temps, les États-Unis et leurs alliés continuent de travailler pour accroître les pressions économiques et isoler la Russie sur la scène mondiale, prévient le président américain Joe Biden, qui avertit encore la Russie paiera le prix fort si elle utilise des armes chimiques. Jusqu'où le bras de fer peut-il tenir ? Sanctions, conséquences et isolement, c'est notre séquence centrale. Quelle est la limite ? Où cela s'arrêtera-t-il ? Depuis le 24 février dernier, jour de l'invasion russe en Ukraine, un bras de fer total s'est amorcé. Les sanctions pleuvent, Vladimir Poutine continue. En fin de compte, tout cela conduira à l'accroissement de notre indépendance, de notre autonomie et de notre souveraineté. Vous devez durcir les sanctions contre la Russie pour qu'elle n'ait plus aucune possibilité de continuer ce génocide. Pourtant, au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les sanctions décidées par les pays occidentaux sont sans précédent. Nous nous engageons à ce qu'un certain nombre de banques russes soient coupées de SWIFT. Ensuite, nous empêcherons Poutine d'utiliser son trésor de guerre. Nous allons paralyser les actifs de la Banque centrale russe. L'Union européenne cible aussi les oligarques, s'engage à livrer des armes à l'Ukraine, ferme son espace aérien, interdit en Europe les médias jugés trop proches du Kremlin, introduit des droits de douane punitifs, stoppe les exportations des produits de luxe vers la Russie. Chaque jour ou presque, l'escalade de sanctions se poursuit. Nous interdisons toutes les importations de pétrole, de gaz et d'énergie russe. Devant les banques, les queues s'allongent. Chacun veut retirer le plus possible d'argent liquide. Je détiens tout mon argent en devises étrangères et je me méfie de la Sberbank, la VTB et les banques d'État. Le prix des biens de consommation prennent l'ascenseur, plus 20 à 30%. Les grandes enseignes ferment les unes après les autres. Je vais arrêter de regarder mes films préférés sur Netflix, arrêter d'acheter mes marques préférées car elles sont toutes fermées maintenant. Je vais arrêter de voyager et ma profession n'est même plus nécessaire car une censure stricte est désormais instaurée. Je ne sais pas comment je vais travailler là où je voulais. Vladimir Poutine tient bon et met en garde contre une inflation mondiale des prix alimentaires. Un symbole,
Au musée Grévin à Paris, Vladimir Poutine disparaît. On n'a jamais représenté des dictateurs comme Hitler au musée Grévin. On n'a pas envie de représenter Poutine aujourd'hui. Mais l'isolement de la Russie n'est pas que symbolique. Le 1er mars, devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, lors du discours de Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, les délégations quittent les lieux en signe de protestation. Le lendemain, à New York, l'Assemblée générale des Nations unies adopte à une écrasante majorité une résolution exigeant la fin des hostilités en Ukraine. 141 pour, 5 contre, dont Moscou, la Syrie, la Corée du Nord, la Biélorussie, l'Érythrée. 35 abstentions, notamment la Chine et l'Iran. Un vote historique. Grégoire Mallard, bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut de hautes études internationales à Genève, spécialiste des sanctions internationales. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la Russie est complètement seule ? Alors, du point de vue politique, on peut dire qu'elle a été très isolée. On l'a vu dans le reportage que vous avez présenté, le vote à l'Assemblée générale de l'ONU, où seuls 5 pays ont voté contre cette résolution condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Corée du Nord, la Syrie, la Biélorussie et l'Érythrée se sont liés à la Russie, ce qui montre qu'elle est effectivement très isolée. Il y a eu quand même un certain nombre d'abstentions. On voit que la Chine s'est abstenue, ce qui est tout de même une victoire, d'une certaine façon, pour l'Union européenne, d'avoir réussi à obtenir cette abstention avec les Américains de la Chine, plutôt qu'un vote contre. Donc, effectivement, on peut dire que la Russie est assez isolée politiquement. Maintenant, elle est encore intégrée dans le système économique mondial. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que là, il y a énormément de sanctions qui s'abattent sur la Russie, mais finalement, ce n'est pas si nouveau. Il y avait déjà des sanctions qui pesaient sur la Russie depuis 2014. Donc, elle est habituée, au fond, à ces sanctions. Tout à fait. Ces sanctions, en particulier celles par l'Union européenne, ne sont pas très différentes de celles qu'elle avait mises en place en 2014 et qu'elle avait levées en 2019. Les États-Unis sont allés plus loin en interdisant le commerce avec le pétrole et le gaz russe. Mais c'est finalement un retour de sanctions existants et qui, par contre, peuvent aller encore en escaladant. Alors, sur l'efficacité de ces sanctions, est-ce que ça marche, en fait, les sanctions? Est-ce que ça a un effet, finalement? Alors, ça a toujours des effets. La question, est-ce que ça a l'effet voulu? Dans ce cas précis, il est sûr que des sanctions directes contre des proches de Poutine, les représentants à la Douma qui ont reconnu l'indépendance des républiques en Ukraine ont été sanctionnés. Ils vont avoir leurs avoirs gelés, ils ne vont pas pouvoir voyager. Ça va effectivement les affecter. Par contre, il y a aussi des sanctions qui sont plus générales. Et là, dans ce cas précis, c'est la sanction sur la banque centrale russe qui crée une très forte inflation en Russie et qui va affecter fortement les populations. Donc, des effets, il y en aura. Maintenant, est-ce que l'effet voulu qui est arrêter l'invasion russe en Ukraine et amener à un cessez-le-feu, on voit que pour le moment, ça n'est pas le cas. Alors pour que ces sanctions soient très efficaces, est-ce qu'il faut d'autres choses? Est-ce qu'il faut que ça s'accompagne de la diplomatie? Est-ce qu'il faut encore d'autres effets qui, tous ensemble, vont enfin avoir une conséquence sur la politique en Russie? Alors les sanctions doivent toujours être au service de la diplomatie. Vouloir sanctionner dans une démarche totalement moraliste et finalement sans lien avec des objectifs politiques clairs peut amener des tragédies, car à ce moment-là, il s'agit presque d'un rituel de purification que l'économie européenne ou américaine ferait advenir, alors qu'il s'agit plutôt d'obtenir des objectifs précis, à préciser par la négociation diplomatique, en soutien avec le gouvernement ukrainien qui négocie avec la Russie. Et il faut que ces sanctions soient alignées et proportionnelles aux objectifs.
Alors l'autre question, en effet, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le rôle de la Chine. Quel rôle va jouer la Chine? Est-ce que la Chine va finalement s'allier à la Russie? C'est le zoom de Jean-Philippe Chalère et on vous retrouve juste après. Merci. Une relation sans précédent entre les deux pays. C'est ainsi que Vladimir Poutine a décrit ce qui l'unit à son puissant allié, Xi Jinping, après une rencontre lors de l'inauguration des Jeux Olympiques de Pékin. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur rejet de l'OTAN, leur appui mutuel sur l'Ukraine et Taïwan et leur vision autoritaire de la démocratie. Des contrats gaziers ont été signés, permettant d'augmenter de 25% la production du gazoduc inauguré en 2019. Ce gazoduc de la Russie vers la Chine exporte 38 milliards de mètres cubes contre 174 milliards pour les 4 tubes de la Russie vers l'Europe et la Turquie. Mais en cas d'embargo européen sur le pétrole et le gaz, qui représentent la moitié des exportations russes, la Chine aura du mal à combler le manque à gagner pour la Russie. L'Union européenne est en effet de loin le premier client de la Russie avec 134,6 milliards de dollars, devant la Chine avec 48,4 milliards et la communauté des États indépendants de l'ex-URSS avec 47,7 milliards et 100 milliards pour le reste du monde. Mais la tournure que prend la guerre et la crainte d'un affrontement mondial alimentent les doutes chinois, malgré le soutien réitéré du ministre des Affaires étrangères. L'amitié entre les deux peuples est solide comme le roc. Et les perspectives de coopération future entre les deux parties sont très larges. Au cours d'une rencontre à Rome, les Américains ont accusé les Chinois de s'aligner derrière la Russie en acceptant de lui fournir une aide économique et militaire, ce que Moscou et Pékin démentent. Ce qu'a exprimé notre conseiller à la sécurité nationale lors de cette réunion, c'est que si la Chine fournit une assistance militaire ou autre à la Russie, ce qui bien sûr viole les sanctions ou soutient l'effort de guerre, il y aura des conséquences importantes. La Chine est sur la corde raide par crainte d'une récession mondiale qui fragiliserait son économie. Elle craint aussi des sanctions et ne veut ni une confrontation avec les États-Unis, ni se mettre l'Europe à dos. Lors d'une visioconférence avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz, Xi Jinping a apporté son soutien à la France et à l'Allemagne pour un cessez-le-feu et l'accès à l'aide humanitaire. La priorité à long terme pour la Chine reste de faire rentrer Taïwan dans son giron, alors que l'île se prépare militairement à l'image de sa présidente. Avec la crainte que Pékin profite de la guerre en Ukraine pour avancer ses pions à Taïwan. Grégoire Mallard, alors quel rôle va jouer la Chine auprès de la Russie? Est-ce qu'on peut l'imaginer déjà maintenant? Alors, comme on l'a dit, la Chine s'est abstenue lors de 2 votes au Conseil de sécurité de l'ONU, puis à l'Assemblée générale, condamnant la Russie. Donc, elle prend ses distances, d'une certaine façon. Par contre, ça reste le partenaire commercial le plus important de la Russie. Elle n'a pas annoncé d'embargo sur les exportations russes de pétrole. Au contraire, elle peut continuer à approfondir ses liens économiques avec la Russie. Par contre, ce qu'elle a appris du précédent des sanctions américaines en Iran, c'est qu'elle a appris comment protéger son système bancaire. Elle fera très attention à garder finalement une certaine distance par rapport aux banques russes qui, elles, sont sous sanctions et qui vont, ce qui va amener à peut-être des nouvelles formes de paiement et de relations interbancaires entre la Chine et la Russie. Pour autant, il y a beaucoup d'analystes qui discutent de la montée du yuan comme devise étrangère. La Chine n'entend pas, à mon sens, remettre en cause complètement la prédominance du dollar comme devise utilisée pour les échanges commerciaux mondiaux. Est-ce que le rôle de la Chine peut être déterminant dans cette crise ? Alors, il pourrait y avoir effectivement des médiations qui sont à la fois diplomatiques. Le rôle de la Chine est aussi important si les sanctions européennes vont vers l'escalade, s'il y a des blocages des exportations russes de pétrole ou de gaz vers l'Europe, ce qui n'est pas encore le cas, et qui aurait des conséquences très importantes, notamment en Allemagne. À ce moment-là, si on allait vers cette escalade, la Chine pourrait importer plus
de pétrole et de gaz, ou même l'Inde. Alors, sur les sanctions, on peut déjà constater des conséquences qui sont indirectes. C'est notamment la fuite des multinationales qui ont pratiquement toutes fermé en Russie. Est-ce que ça joue aussi un rôle sur l'opinion publique en Russie ? Alors ça, effectivement, ce sont ces multinationales qui n'ont pas toutes fermé. Certaines ont fermé, surtout dans le luxe, parce que c'est un des domaines où les oligarques sont les plus à même d'être les clients. Par exemple, LVMH s'est retiré du marché russe. Il y a aussi les fournisseurs d'électronique, Apple, Google, Netflix, on l'a entendu, et d'autres qui sont plus orientés vers des biens de consommation à la classe moyenne, comme Ikea, qui, eux, ont fait un choix de se retirer. Comment est-ce qu'on l'explique ? Au fond, c'est une tendance, au fond, c'est mal vu, en fait, aujourd'hui, d'être encore ouvert en Russie ? Alors, il y a effectivement plus un risque réputationnel qu'un risque légal. Par exemple, pour Ikea, on n'est pas comme dans le cas des sanctions contre l'Iran entre 2012 et 2015, où, par exemple, des fournisseurs, des exportateurs de voitures, notamment françaises, comme Renault, ont dû partir de l'Iran parce qu'il y avait une sanction et donc il y avait des risques légaux à rester. Aujourd'hui, Renault, par exemple, est encore en Russie. Total est encore en Russie. Donc toutes les multinationales ne sont pas parties. Certaines font le calcul coût-avantage et décident qu'il est plus intéressant de rester et qu'ils ne vont pas subir finalement un coût réputationnel à rester. Vous étiez surpris de voir cet exode de multinationales ? Ça vous a étonné ? Oui et non. Oui, parce que c'est finalement, surtout quand il s'agit d'entreprises comme Ikea, on voit bien qu'elles vendent des meubles et que ce que les Russes achètent en meubles, c'est autant d'argent qui ne va pas dans fournir les caisses de l'État russe pour acheter de l'armement. Donc il n'y a pas un lien direct entre la sortie du marché russe et le conflit en Ukraine. Par contre, il y a effectivement un risque réputationnel auquel les entreprises sont de plus en plus sensibles. Quelle est au fond la prochaine étape ? Est-ce qu'il y a une limite en fait ? Parce qu'il y a tellement de sanctions qui s'abattent sur la Russie. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de sanctions à émettre ? Alors, s'il n'y en a plus, c'est à la fois dangereux. C'est dangereux pour deux raisons. D'abord, c'est qu'il faut, comme je disais, toujours aligner des sanctions avec des objectifs politiques. Donc, l'escalade jusqu'au boutiste risque finalement de suggérer que l'Europe n'a pas clairement mis des lignes rouges, que les États-Unis n'ont pas mis clairement des objectifs de guerre réalistes. Et finalement, la seule option, c'est le changement de régime, ce qui risque de ne pas arriver en Russie, tout comme ça n'est pas arrivé en Iran. Il y a une deuxième raison pour laquelle les sanctions peuvent être vues comme finalement une fin en soi. Ce qui est aussi problématique, c'est que ça sert finalement de substitut à l'engagement armé. Et on le voit, on est dans une longue tendance dans les nations européennes ou même américaines de vouloir finalement un retrait des forces armées sur des terrains de guerre pour éviter des escalades militaires. Donc finalement, ces sanctions aujourd'hui répondent à une indignation morale des peuples européens ou américains vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine, mais aussi expriment une forme de soulagement qu'il n'y ait pas finalement d'intervention armée de l'OTAN sur le terrain ukrainien et que les sanctions s'y substituent finalement. Très, très brièvement, vous êtes également anthropologue et sociologue. Alors le regard de l'anthropologue sur ce qui se passe, vous voyez quoi pour la suite ? Alors j'ai parlé justement de rituels de purification et effectivement il y a dans les sanctions, on le voit dans tout type de société, finalement la personne avec qui on fait du commerce est parée de certaines valeurs et de certains attributs et si cette personne est finalement désignée comme sale, on le voit avec l'argent sale, tout ce vocabulaire qui tient lieu plus du rite que de l'économie moderne, attrait justement à l'imposition de sanctions. C'est une très vieille méthode finalement par laquelle les communautés politiques ont réglé avec qui on a le droit de faire du commerce et pas le droit de le faire. Voilà pour la question sur l'anthropologie. Maintenant, sur le futur proche,
On espère effectivement qu'une solution négociée puisse permettre un cessez-le-feu, et cela dépendra finalement à la fois du réalisme du président russe et à la fois de la possibilité pour le président ukrainien d'être un véritable homme d'État qui impose une solution politique que peut-être tous les Ukrainiens ne veulent pas, puisqu'on voit une grande ferveur nationaliste et finalement une volonté de ne pas céder. Et finalement, un compromis, c'est un compromis. Et ça demande à chaque partie de faire un pas vers l'autre. Grégoire Mallard, je vous remercie d'être venu sur le plateau de Géopolitis et à très bientôt. Merci pour votre invitation. Sur qui Vladimir Poutine peut-il encore compter? Alors que de nombreux Russes quittent le pays pour échapper aux sanctions, d'autres affichent encore leur soutien. La lettre Z est devenue un symbole d'allégeance au Kremlin. Alain Ertig. Vladimir Poutine a toujours eu au Kremlin des allures de tsar. Un cérémonial et une table impressionnante, c'est à qui parlera le plus fort. Un tsar, certes, mais un tsar élu et réélu par le peuple russe à des majorités quasi soviétiques de près de 77%. Ses adversaires, de Rodorovski à Navalny, ont tous été enfermés dans les geôles de Sibérie. Aujourd'hui, Poutine a mis les médias en mode off et seule sa parole est autorisée. D'ailleurs, les opposants à cette guerre se retrouvent en prison. Ils sont des milliers arrêtés pour avoir manifesté. Les autres opposants, eux, fuient le pays. Avec un fou comme Poutine au pouvoir, tout peut arriver maintenant. Nous avons peur de rester en Russie. Une guerre va y éclater, une guerre civile, qui sait. À l'inverse, derrière Poutine, il y a des soutiens illustrés par ce fameux sigle Z. À l'origine, il servait à reconnaître les blindés russes. C'est devenu un signe de ralliement à Poutine. À l'extérieur de la Russie, Poutine est bel et bien devenu infréquentable et ceux qui avaient misé sur lui n'en mènent pas large. En Italie, Matteo Salvini, ancien ministre de la Ligue du Nord, mis à l'index pour ce t-shirt à la gloire de Poutine. En Suisse, Guy Mettan, le journaliste russo-valaisan, ou l'UDC, Roger Koppel, patron de la Weltwoche, essaie bien encore de le défendre. En France, c'est une autre paire de manches. En pleine campagne présidentielle, il y a Marine Le Pen qui est allée à Moscou il y a 5 ans courtiser Poutine. Ces images censées lui donner une stature, elle les traîne comme un boulet. Je suis prêt, vous le savez, je plaide depuis longtemps pour que la France et la Russie reprennent... Tout comme Mélenchon et Éric Zemmour qui condamnent l'intervention russe, mais avec réserve. Les Occidentaux ont une responsabilité dans l'escalade de la violence à l'Est et qu'ils doivent comprendre les revendications russes contre l'expansion de l'OTAN. Mais en France, il y a encore un autre type d'onction, l'onction culturelle. C'est celle accordée par Gérard Depardieu à Vladimir Poutine il y a quelques années. Mais là, l'ami de notre ami Depardieu n'est plus notre ami. Il y a comme un bug. Le Conseil de l'Europe s'est aussi joint fin février au concert de sanctions occidentales. La plus ancienne organisation européenne qui défend principalement les droits de l'homme a privé les députés russes de leur droit de vote. La Russie vient d'annoncer son retrait de l'Assemblée qui lui avait déjà infligé la même sanction en 2014 lors de l'annexion de la Crimée et déjà une première fois en 2000 en réaction à la seconde guerre de Tchétchénie. C'est notre rubrique ce jour-là préparée par Mélanie Ohaillon. Coup de tonnerre cet après-midi à Strasbourg. Pour la première fois depuis l'éclatement du conflit, la Russie est soumise à de rudes pressions et risque de payer cher son attitude dans la guerre de Tchétchénie. Considérant que Moscou ne montre pas assez de bonne volonté, les députés du Conseil de l'Europe ont décidé de priver leurs collègues russes du droit de vote. Conséquence, les députés russes en colère ont quitté l'hémicycle. Ce jour-là, le 6 avril de l'an 2000, le Conseil de l'Europe décide pour la première fois de sanctionner la Russie, alors que Moscou avait relancé son offensive en Tchétchénie. À ce vote sanction, les réactions russes sont virulentes. Le président de la Douma assure que la Russie se passera des leçons européennes. Je considère qu'ils ont commis une erreur historique. Ils ont oublié à qui ils avaient affaire. Nous nous redresserons et le 21e siècle sera celui de la Russie. Cette année-là, Vladimir Poutine est encore président par intérim. Des témoignages de torture sur des prisonniers tchétchènes se multiplient.
Dans les camps de réfugiés en Ingouchie, des témoignages concordants font état des pires exactions commises par les forces russes. Aujourd'hui encore, l'organisation américaine Human Rights Watch a publié 3 nouveaux témoignages qui dénoncent viols et tortures dans les camps de prisonniers russes. De 1994 à 2009, les 2 guerres de Tchétchénie feront au total entre 100 et 200 000 morts selon plusieurs estimations. Un conflit considéré jusqu'à présent comme le plus violent qu'ait connu l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. En Russie, ceux qui osent dire non à la guerre se mobilisent comme ils le peuvent. 14 940 personnes ont été arrêtées à ce jour depuis le 24 février, selon l'ONG OVD Info, qui tient un décompte quotidien des arrestations. La contestation anti-Poutine existe bel et bien. Ne manquez pas ce reportage disponible sur Arte TV. Ça fait 11 ans que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans ce pays. Mon premier engagement politique date de fin 2011, début 2012. Je voulais protester contre les élections non libres. Aujourd'hui, avec le début de cette guerre, les gens sont tout noirs ou tout blancs. Soit tu es pour Poutine et tu cries bravo parce que les chars russes sont en route pour Kiev, soit tu es contre Poutine et dans ce cas-là, tu dois affronter la honte d'être citoyen d'un pays qui a démarré cette guerre. Au nom de toute l'équipe de Géopolitis, merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée à la solidarité internationale. À très bientôt.